Si vous avez remarqué ces derniers temps que vous terminez une journée entière sans vous souvenir d'un seul moment qui vous est vraiment appartenu, si vous avez remarqué que vous regardez vos enfants jouer et que votre esprit est déjà ailleurs, dans une réunion de demain matin ou dans une dispute d'il y a 3 jours, si vous avez remarqué que votre corps est assis à table avec les personnes que vous aimez le plus au monde, mais que vous n'êtes pas là, alors ce que vous êtes sur le point d'entendre est pour vous. Il y a quelque chose de profondément silencieux et pourtant d'absolument dévastateur dans ce type d'absence. Ce n'est pas une absence que les autres voient facilement. Vous souriez, vous répondez aux questions, vous passez le sel. Mais à l'intérieur, quelque chose fredonne une mélodie que vous n'avez pas choisie, une mélodie faite des listes inachevées, de peurs diffuses, de pensées qui tournent et qui tournent comme une machine qu'on ne sait plus comment éteindre. Et voici ce qui est étrange, ce qui est presque cruel dans sa précision, c'est que le cerveau humain, ce cerveau si sophistiqué, si puissant, si capable de créer de la poésie et de résoudre des équations complexes, ce même cerveau possède en lui quelque chose de tellement simple, de tellement accessible, que presque personne n'ose y croire. Quelque chose que vous faites peut-être sans même vous en rendre compte dans votre voiture, sous la douche, en marchant dans un couloir. Quelque chose qui dure 60 secondes et qui peut changer de manière mesurable ce qui se passe à l'intérieur de votre cerveau. Mais avant de vous parler de cela, il faut comprendre quelque chose d'essentiel sur la façon dont votre esprit fonctionne quand il est épuisé. Et pour comprendre cela, il faut d'abord regarder honnêtement ce qui se passe dans une journée ordinaire de quelqu'un qui souffre un silence. Imaginez une personne. Appelez-la comme vous voulez, elle ressemble peut-être à quelqu'un que vous connaissez très bien. Elle se lève le matin avant que son réveil sonne parce que son cerveau a déjà commencé à travailler pendant qu'elle dormait. La première pincée du jour n'est pas douce, ce n'est pas de la gratitude, ce n'est pas de la curiosité pour ce que la journée va apporter. C'est une liste. Une liste est métal froid avec des bords tranchants. Ce qu'il faut faire, ce qu'il n'a pas eu le temps de faire hier, ce qu'il a peut-être dit de travers en réunion, ce que son chef a pensé de lui, si sa fille a bien dormi, si le paiement a été débité, si sa mère va bien. Et cette personne se lève, prend son café, mais elle ne le goûte pas vraiment. Elle est déjà dans son bureau imaginaire, en train de préparer des réponses à des questions qu'on ne lui a pas encore posées. Elle embrasse son partenaire, mais l'embrassement est mécanique, comme une note qu'on coche sur la liste. Elle dit au revoir à ses enfants, mais elle ne les regarde pas vraiment, pas dans les yeux. Pas avec cette présence totale que les enfants reconnaissent et dont ils ont besoin comme d'air. Mira, est-ce que vous reconnaissez quelque chose dans cette image? Est-ce que vous sentez, quelque part dans votre poitrine, une légère contraction en la lisant? Parce que si oui, restez avec moi. Parce que ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui est précisément ce mécanisme. Ce pilote automatique qui vole votre vie à petite dose silencieusement, quotidiennement, sans que vous vous en rendiez compte jusqu'au jour où vous réalisez que des semaines entières se sont écoulées et que vous n'avez presque rien vécu. Et avant d'aller plus loin, si quelque chose de ce que vous avez entendu jusqu'ici résonne avec ce que vous vivez, si vous sentez que cette chaîne pourrait vous aider à traverser ces périodes difficiles avec un peu plus de légèreté et d'outils concrets, alors laissez un commentaire ci-dessous. Dites simplement ce mot, pressant, juste ce mot, parce que savoir que vous êtes là, que vous traversez cela, que vous cherchez quelque chose de réel et de vrai, cela a de l'importance. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est peut-être le bon moment pour le faire, pas par obligation, mais parce que ce type de conversation, ce type de silence partagé, mérite d'être cultivé. Régulièrement, bueno. Revenons à ce cerveau. Il y a quelque chose que les neurosciences ont confirmé ces dernières décennies et que la sagesse contemplative savait depuis bien plus longtemps, c'est que l'esprit humain non entraîné passe une proportion remarquable de son temps à ne pas être là où se trouve le corps. Des études en psychologie cognitive ont montré que l'esprit vagabonde, qu'il dérive loin du moment présent, pendant près de la moitié des heures de veille. La moitié. Cela signifie que, statistiquement, vous n'êtes pleinement présent que dans environ la moitié de votre propre vie. L'autre moitié, vous êtes dans le passé ou dans le futur.
dans les regrets ou dans les anticipations, dans les reproches ou dans les craintes. Et voici ce que peu de gens se permettent de formuler clairement. Cette absence n'est pas neutre. Elle n'est pas juste une sorte de distraction inoffensive. Elle a un coût précis, mesurable et profondément humain. Faites bien parce que c'est ici que l'on touche à quelque chose de délicat, quelque chose que beaucoup préfèrent ne pas regarder en face. Quand vous êtes physiquement pressant, mais mentalement absent, les personnes autour de vous le sentent. Pas toujours consciemment, pas toujours avec des mots, mais elles le sentent dans la texture de votre attention. Votre partenaire sent, dans la qualité de votre regard, que vous n'êtes pas vraiment là quand il ou elle vous parle. Vos enfants sentent, dans la mollesse de votre réponse, que leurs petites victoires du jour n'ont pas vraiment atterri en vous. Votre mère, quand elle vous appelle, sent dans le rythme de vos réponses que votre esprit est à 1000 km. Et le danger, le vrai danger, c'est que cette absence répétée commence à sculpter quelque chose dans les relations, comme l'eau qui érode la pierre, lentement, presque imperceptiblement, mais avec une précision absolue. Les liens s'amincissent, la confiance s'effrite. Les personnes que vous aimez commencent, sans le vouloir, à vous chercher moins, à vous offrir moins d'elles-mêmes, parce qu'elles ont appris, sans que personne ne le dise à voix haute, que vous n'étiez pas vraiment disponible. Il y a une question qu'il faut avoir le courage de se poser, et elle est difficile. Est-ce que la vie que vous menez en ce moment correspond à la vie que vous voulez vraiment vivre? Ou est-ce que vous êtes en train de la traverser en somnambule, en gérant, en survivant, en attendant que ça passe, en vous disant que quand ce projet sera terminé, quand les enfants seront grands, quand vous serez moins stressé, alors là, vous pourrez enfin commencer à vivre vraiment. Parce que voici ce que la clinique enseigne, après des années à écouter des personnes dans des cabinets de thérapie, dans des hôpitaux psychiatriques, dans des groupes de méditation. Le moment où vous vous dites que vous vivrez vraiment plus tard. Ce moment ne vient presque jamais de lui-même. Ce n'est pas une promesse que le futur tient. Mais avant de vous expliquer ce qui peut changer cela, il faut comprendre pourquoi le cerveau se retrouve dans cet état. Et pour cela, il faut d'abord comprendre ce que le stress chronique fait réellement à votre biologie. Je veux vous parler de quelque chose de très précis. Il existe dans votre cerveau une petite structure en forme d'amande. On l'appelle l'amygdale. Et cette structure est l'une des plus anciennes, l'une des plus primitives de tout votre système nerveux. Son rôle, depuis des millénaires, est de détecter le danger. Quand nos ancêtres préhistoriques entendaient un bruit dans les buissons, l'amygdale envoyait un signal d'alarme instantané. Danger, prépare-toi à fuir ou à combattre. Le cortisol et l'adrénaline inondaient le corps. Le cœur accélérait. Les muscles s'étendaient. L'esprit se focalisait sur la menace. C'était un mécanisme de survie brillant. Et il l'est encore dans les situations réellement dangereuses. Le problème, c'est que votre amygdale ne fait pas toujours la différence entre un prédateur à dents de sabre et un email de votre chef arrivé à 22 heures, entre une menace physique réelle et une inquiétude abstraite sur l'avenir. Elle réagit de la même manière. Elle envoie le même signal. Et si ce signal se répète trop souvent, trop longtemps, sans jamais de résolution, le système nerveux reste dans un état d'alerte permanent. Un état de veille tendu, comme si quelque chose allait arriver d'un moment à l'autre, et c'est dans cet état que la plupart des gens passent leur journée. Pas dans une crise aiguë, non. Dans cette tension basse, constante, cette fatigue de fond, ce léger bourdonnement d'inquiétude qui ne s'arrête jamais vraiment. Même la nuit, même en vacances, même en plein milieu d'un repas en famille. Mais Sig, est-ce que vous reconnaissez cet état, cette espèce de fatigue qui n'est pas tout à fait de la fatigue, cette inquiétude qui n'est pas tout à fait de la peur, ce vide qui n'est pas tout à fait de la tristesse? Parce que maintenant, il faut vous dire quelque chose d'important, et je vous demande de vraiment l'entendre. Si cet état n'est pas reconnu, s'il n'est pas adressé avec des outils concrets et une attention véritable, il ne reste pas stable. Il s'aggrave, pas de façon spectaculaire, pas du jour au lendemain, mais progressivement comme une plante qu'on arrose avec de l'eau de mauvaise qualité, jour après jour. Les symptômes s'approfondissent,
Les pensées ruminantes deviennent plus envahissantes. Le sommeil se dégradait encore davantage. La capacité à ressentir de la joie, ce que les psychiatres appellent l'anédonie, cette incapacité à se sentir touché par ce qui autrefois vous faisait plaisir, commence à s'installer. Et voici ce que la clinique montre avec une régularité troublante. Les personnes qui arrivent en consultation dans un état de dépression avancée, d'épuisement professionnel sévère, d'anxiété généralisée invalidante, ces personnes ont presque toutes, dans leur histoire, ignoré des signaux précoces, des signaux exactement comme ceux dont nous parlons aujourd'hui. Elles se sont dit que ça allait passer, que ce n'était pas si grave, qu'elles n'avaient pas le temps de s'en occuper, qu'elles devaient continuer. Je veux vous parler de quelqu'un, une femme, 44 ans, directrice dans une entreprise de taille moyenne, 3 enfants. Une vie qui, vouée de l'extérieur, ressemblait à quelque chose de bien construit. Un appartement au parquet en chêne clair, des week-ends à la campagne, des photos de famille sur le mur du salon. Et à l'intérieur, depuis 2 ans, un épuisement sec, sans larmes, sans drame. Juste cette sécheresse, ce sentiment de traverser ses propres journées derrière une vitre. Elle avait commencé à ignorer les signaux. Le premier avait été les insomnies. Ces réveils à 3 heures du matin avec un cerveau qui calculait, qui anticipait, qui repassait des scènes. Elle avait géré avec du café supplémentaire le matin. Le deuxième avait été l'irritabilité, ces moments où elle s'emportait pour des riens avec ses enfants et où elle voyait dans leurs yeux quelque chose qui ressemblait à de la peur, pas de la peur d'elle, mais une peur diffuse de ce qu'elle était en train de devenir. Elle avait géré en s'excusant beaucoup. Le troisième signal avait été le silence avec son mari. Pas un silence conflictuel, un silence neutre, un silence d'habitude. Ils vivaient côte à côte comme 2 personnes qui partagent un appartement, mais pas vraiment une vie. Et ni l'un ni l'autre ne savait exactement depuis quand c'était devenu ainsi. Elle n'est venue consulter que quand elle a réalisé, un dimanche matin, que son fils de 7 ans lui avait montré un dessin qu'il avait fait pour elle, un dessin avec des couleurs vives et son prénom écrit en lettres, maladroite tout en haut, et qu'elle avait regardé ce dessin sans rien ressentir. Absolument rien, ni chaleur, ni tendresse, ni même la plus petite vague de joie. Et c'est ce vide-là, ce vide dans l'espace exact où aurait dû se trouver l'amour maternel, qui l'avait finalement amené à demander de l'aide. 2 ans de signaux ignorés. Et le coup n'avait pas été juste personnel. Il avait été relationnel, familial, incarné dans le regard de ses enfants. Loves, est-ce que vous sentez ce que je veux vous dire avec cette histoire? Ce n'est pas une histoire pour vous faire peur, pour le plaisir de la peur. C'est une histoire pour vous aider à reconnaître quelque chose à temps, pour vous donner la possibilité de choisir autrement. Parce que voici maintenant quelque chose que vous devez absolument comprendre, et c'est peut-être la chose la plus importante que nous dirons aujourd'hui, le cerveau peut changer. Il peut être entraîné. Il a cette capacité remarquable, que les neurosciences appellent la neuroplasticité, de se reconfigurer en fonction des expériences répétées. Ce que vous faites régulièrement, ce à quoi vous prêtez attention de manière intentionnelle, cela modifie littéralement les connexions entre vos neurones. Et c'est ici que nous revenons à cette chose simple, cette chose presque trop simple pour qu'on ose y croire, cette chose qui dure 60 secondes. Mais avant que je vous en parle directement, il y a quelque chose d'autre que vous devez comprendre. Quelque chose sur la façon dont le son, la vibration, le souffle interagissent avec votre système nerveux. Parce que si vous ne comprenez pas ce mécanisme, vous ne pourrez pas vraiment utiliser ce que je vais vous donner. Vous en entendrez les mots, mais ils ne pénétreront pas vraiment. Et je veux qu'ils pénètrent. Votre système nerveux autonome, ce système qui régule votre rythme cardiaque, votre respiration, votre digestion, votre réponse au stress, se divise en 2 grandes branches. La branche sympathique, qui vous met en état d'alerte, d'action, de réponse. Et la branche parasympathique, qui vous ramène au calme, à la récupération, à la régulation. Ces 2 branches communiquent constamment. Et il existe un nerf, le nerf vague, qui est l'une des autoroutes principales de cette communication. Ce nerf relie votre cerveau à votre cœur, à vos poumons, à votre ventre. Et il est exquissément sensible à un certain type de stimulation, la vibration sonore.
le souffle contrôlé, le fredonnement. Oui, le fredonnement. Ce geste que vous faites peut être sans y penser, cette petite mélodie que vous chantonnez entre vos dents en faisant la vaisselle ou en conduisant sur l'autoroute. Ce geste possède une capacité que la science est en train de mesurer avec une précision croissante. Quand vous fredonnez, plusieurs choses se produisent simultanément dans votre corps et dans votre cerveau. La vibration créée dans votre gorge et dans votre poitrine stimule directement le nerf vague. Cette stimulation envoie un signal au système nerveux parasympathique. C'est bon, le danger n'est pas là, tu peux te détendre. Le rythme cardiaque ralentit légèrement. La respiration se régule parce que pour fredonner, vous devez expirer de manière prolongée et une expiration prolongée active la réponse de calme. Le cortisol, cette hormone du stress chronique, commence à se moduler. Mais ce n'est pas tout. Et c'est ici que quelque chose de beau se révèle. Quand vous fredonnez, vous produisez également quelque chose qu'on appelle la résonance intérieure. Une vibration qui se propage dans vos sinus, dans votre crâne, dans votre cage thoracique. Et cette vibration, cette chose qui ressemble à un ronronnement silencieux de votre propre corps, a un effet sur ce qu'on appelle les ondes cérébrales. Elle favorise une transition vers des états de fréquence plus lente, vers ce que les électroencéphalogrammes identifiaient comme des ondes S-alpha, ces ondes associées à la détente éveillée, à la créativité douce, à cet état de repos actif où l'esprit est calme mais pas endormi. Tiene sentido. Est-ce que vous commencez à sentir pourquoi quelque chose d'aussi simple peut avoir un effet aussi réel? Imaginez par un moment que votre cerveau est une surface d'eau. Quand l'amygdale est en alerte, quand le cortisol circule, quand les pensées ruminantes tournuent, cette surface est agitée. Des vagues courtes, rapides, irrégulières. Et dans cet état d'agitation, il est très difficile de voir quoi que ce soit clairement. Les réflexions se déforment. Les émotions s'amplifient. Les solutions ne peuvent pas se former parce que la surface est trop perturbée. Le fredonnement en 60 secondes commence à apaiser ces vagues. Pas à les effacer, pas à les supprimer, mais à les ralentir, à les régulariser. Et quand la surface de l'eau s'apaise, soudainement, vous pouvez voir à travers. Vous pouvez voir ce qui est vraiment là. Bueno. Maintenant, voici ce que la pratique clinique recommande. Voici comment transformer ce simple geste en un outil réel, ancré dans votre journée, utilisable en toutes circonstances. La première chose, c'est de comprendre que le fredonnement conscient est différent du fredonnement automatique. Quand vous fredonnez en pilote automatique, vous bénéficiez d'une partie des effets physiologiques. Mais quand vous fredonnez avec une intention délibérée, vous multipliez ces effets. Voici comment le faire. Trouvez un moment de votre journée, n'importe lequel, pas besoin de conditions parfaites, pas besoin d'un coussin de méditation ou d'une pièce silencieuse. Vous pouvez faire cela dans votre bureau, dans vos toilettes, dans votre voiture, avant de rentrer chez vous le soir. Fermez les yeux si vous le pouvez, ou simplement baissez le regard. Prenez une inspiration lente par le nez, et en expirant, laissez sortir un son continu doux comme une mime prolongée. Pas de mélodie complexe, juste ce son. Sentez la vibration dans vos lèvres, dans votre gorge, dans votre sternum. Maintenant, voici la partie cruciale, la partie qui transforme ce geste physiologique en outil de pleine conscience. Pendant ces 60 secondes, portez votre attention sur la vibration elle-même, pas sur vos pensées, pas sur ce que vous avez à faire, sur la vibration, sa texture, son intensité. L'endroit dans votre corps où vous la sentez le plus clairement. Est-ce dans les pommettes, dans la poitrine, dans le front? Ce déplacement de l'attention, de l'abstrait vers le concret, du mental vers le sensoriel. C'est précisément ce que la pleine conscience entraîne. Et le fredonnement vous donne un objet d'attention qui est à la fois interne et sensoriel, ce qui le rend particulièrement efficace pour les personnes dont l'esprit est très agité. Parce que quand le bruit mental est fort, il est difficile de se concentrer sur la respiration seule. Mais la vibration du fredonnement est plus forte que la respiration. Elle est plus facile à sentir. Elle capte l'attention plus facilement. Mira, il y a quelque chose d'important à ôter ici.
quelque chose que la psychologie cognitive nous enseigne sur la façon dont les habitudes se forment et se consolident. Pour qu'une pratique devienne un véritable outil, elle doit être ancrée dans la routine existante. C'est ce qu'on appelle en psychologie comportementale l'ancrage comportemental. L'idée est simple. Vous associez la nouvelle pratique à quelque chose que vous faites déjà systématiquement. Pas à une intention vague de le faire quand vous aurez le temps. Non, à un moment précis, concret, qui existait déjà dans votre vie. Par exemple, chaque matin, avant de prendre votre café, 60 secondes de fredonnement conscient. Chaque soir, avant de démarrer votre voiture, pour rentrer chez vous, 60 secondes de fredonnement conscient, pour laisser le travail derrière vous et être prêt à être vraiment présent quand vous pousserez la porte de chez vous. Chaque nuit, si vous vous réveillez avec un cerveau qui tourne, au lieu de regarder votre téléphone, 60 secondes de fredonnement dans l'obscurité. Ces points d'ancrage transforment une bonne idée en une pratique réelle. Et c'est la pratique réelle, répétée, quotidienne, qui crée le changement dans le cerveau. Faites bien, parce qu'il y a quelque chose de plus profond encore que je veux vous confier. Quand vous pratiquez le fredonnement conscient de cette manière, vous ne faites pas juste une technique de gestion du stress. Vous faites quelque chose de plus fondamental. Vous entraînez votre cerveau à revenir dans le moment présent. Vous lui apprenez, répétition après répétition, que le moment présent est un endroit sûr, que l'attention peut se poser ici, maintenant, dans cette vibration, dans ce souffle, dans ce corps qui est vivant et qui ressent. Et progressivement, avec la pratique, cette capacité de retour au présent se renforce. Le temps entre le moment où vous vous perdez dans les ruminations et le moment où vous vous en rendez compte s'est raccourci. Vous devenez plus rapidement conscient que vous avez dérivé et vous avez un outil simple, immédiatement disponible, pour revenir. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une promesse de bonheur instantané, c'est quelque chose de plus humble et de plus réel, un entraînement de l'attention, un muscle qu'on développe patiemment, avec bienveillance envers soi-même. Parce que voici ce que la pleine conscience n'est pas. Elle n'est pas l'absence de pensée, elle n'est pas un état de calme parfait et permanent. Elle n'est pas réservée aux personnes qui ont le temps de se retirer dans un monastère ou de passer des heures en méditation assise. Elle est quelque chose de beaucoup plus accessible, la capacité de remarquer où se trouve votre attention et de la ramener doucement, sans jugement, là où vous voulez qu'elle soit. Et cette capacité, qui semble si simple, change tout. Imaginez par un moment ce que cela signifierait dans votre vie concrète. Imaginez que vous êtes à table avec vos enfants et que votre esprit commence à dériver vers le travail. Au lieu de rester perdu dans cette dérive, pendant 20 minutes sans même vous en rendre compte, vous remarquez peut-être après 30 secondes que vous êtes parti et vous revenez, pas dramatiquement, pas avec un grand effort, juste un léger déplacement de l'attention, de l'abstrait vers le concret, vers le visage de votre enfant effacez-vous, vers la texture de la nourriture dans votre bouche, vers le son des voix autour de la table. Et votre enfant, qui perçoit cette qualité d'attention, bien avant de pouvoir la nommer, sent quelque chose. Il sent que vous êtes là, vraiment là. Et cela laisse une empreinte dans lui, une empreinte dans la matière même de son développement émotionnel, une empreinte qui dit « Je compte, mon monde a de l'importance, je suis vu ». Messigus, est-ce que vous sentez le poids de ce que je vous dis? Ce ne sont pas des grands discours, ce ne sont pas des abstractions psychologiques. C'est quelque chose de très concret, de très quotidien, de très humain. La qualité de votre présence est un don que vous faites ou que vous retenez chaque jour à ceux qui vous entourent. Et souvent, la raison pour laquelle vous le retenez, ce n'est pas un manque d'amour. C'est un excès de bruit mental, un cerveau surchargé qui n'a pas appris à se poser. Mais revenons maintenant à quelque chose que j'ai commencé à vous dire et que je n'ai pas encore terminé. Je vous ai parlé du fredonnement comme point d'entrée, comme porte d'accès au moment présent. Mais il y a quelque chose de plus que je veux vous donner aujourd'hui, parce que le fredonnement est puissant, mais il est encore plus puissant quand il est accompagné d'une compréhension de ce qui se passe dans l'esprit, quand les pensées ruminantes s'installent, parce que voici ce que la psychologie cognitive nous enseigne sur la rumination. Quand vous ruminez, votre cerveau croit qu'il résout un problème. Il croit qu'en repassant une situation encore et encore, il va trouver une solution
anticiper tous les dangers, se préparer à toutes les éventualités. Et cette croyance est tellement ancrée, tellement fondamentale, que votre cerveau résiste à l'idée d'arrêter de ruminer. Parce qu'arrêter de ruminer lui semble, de façon irrationnelle mais très réelle, comme abandonner le contrôle, comme baisser la garde. Et c'est ici que l'un des malentendus les plus courants sur la pleine conscience se produit. Les gens pensent qu'on leur demande de ne plus penser, d'éteindre le mental, de se vider l'esprit. Et quand ils essaient et que les pensées continuent d'arriver, parce qu'elles continuent toujours d'arriver, ils croient qu'ils ont échoué, qu'ils ne sont pas faits pour la méditation, que ça ne marche pas pour eux. Mais non, ce n'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est quelque chose de subtil mais de fondamentalement différent. On vous demande de changer votre relation aux pensées, pas d'arrêter les pensées, de changer la façon dont vous vous positionnez par rapport à elles. Il y a une image que la méditation de pleine conscience utilise souvent et qui est particulièrement utile pour les esprits très actifs, très analytiques. Imaginez ce que vous êtes assis au bord d'une rivière et que les pensées sont des feuilles qui flottent sur l'eau. Chaque feuille porte une pensée, une inquiétude, un souvenir, un plan, une image. Et votre tendance habituelle, votre réflexe, est de vous lever, d'entrer dans l'eau, d'attraper la feuille et de la retourner dans tous les sens pour l'examiner, d'en analyser à la nervure, la couleur, la forme. Et pendant que vous faites cela, vous n'êtes plus au bord de la rivière. Vous êtes dans l'eau, vous avez perdu le recul. La pleine conscience, c'est apprendre à rester assis au bord, à regarder les feuilles passer, à les nommer parfois. Ah, voilà une pensée d'inquiétude sur le travail. Ah, voilà un souvenir douloureux. Ah, voilà une anticipation anxieuse. Et à les laisser continuer leur chemin sans entrer dans l'eau. Ce n'est pas du détachement froid. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est une forme de sagesse bienveillante envers votre propre esprit. C'est lui dire « Je te vois, je t'entends, mais je ne suis pas obligé de te suivre partout où tu veux m'emmener. » Et le fredonnement vous aide à rester sur la berge. Parce qu'il vous donne quelque chose de concret sur quoi poser l'attention. La vibration, le son, le souffle. Et pendant que vous posez l'attention là, les feuilles continuent de passer, mais vous n'êtes pas dans l'eau. Plus eux. Voici maintenant quelque chose que la psychologie cognitive offre comme outil complémentaire. Quelque chose qui travaille directement avec le contenu des pensées plutôt qu'avec leur flux. On l'appelle la restructuration cognitive. Et dans sa forme la plus accessible, elle consiste à apprendre à questionner la validité des pensées automatiques négatives plutôt qu'à les croire automatiquement. Voici comment cela fonctionne en pratique. Quand une pensée ruminante s'installe, par exemple, je ne suis pas à la hauteur, tout va mal tourner, les autres voient que je suis épuisé et ils vont perdre confiance en moi, la réaction habituelle est de la traiter comme un fait, de la croire, de la laisser colorer toute la perception de la réalité. La restructuration cognitive vous propose une pause. Et dans cette pause, 3 questions simples. La première, est-ce que cette pensée est un fait ou une interprétation? Ce que vous ressentez est réel. Ce que vous pensez n'est pas toujours exact. La deuxième, quelles sont les preuves réelles, concrètes, que cette pensée est vraie? Pas les impressions, pas les peurs, pas les hypothèses, les faits. La troisième, existe-t-il une autre façon de voir cette situation? Une façon qui soit tout aussi plausible mais moins catastrophiste. Ce n'est pas de l'optimisme forcé. Ce n'est pas vous demander de prétendre que tout va bien quand tout ne va pas bien. C'est vous demander de ne pas laisser votre cerveau stressé, votre amygdale en état d'alerte, écrire la version définitive de votre réalité. Parce que le cerveau stressé a tendance à surestimer les menaces et à sous-estimer les ressources. C'est sa nature. Et le reconnaître, c'est déjà commencer à reprendre un peu de pouvoir sur cette nature. L'OVES, est-ce que vous sentez comment ces 2 outils, le fredonnement conscient et la restructuration cognitive, peuvent travailler ensemble? L'un agit sur le corps, sur le système nerveux, sur les ondes cérébrales. L'autre agit sur le contenu de la pensée, sur la façon dont vous interprétez ce qui vous arrive. L'un vous ramène dans le présent sensoriel. L'autre vous aide à naviguer dans le présent mental avec plus de lucidité et moins de catastrophisme. Ensemble, ils constituent quelque chose de beaucoup plus puissant qu'une technique. Ils constituent une façon d'être avec vous-même, une attitude intérieure,
une bienveillance envers votre propre esprit qui est à la fois scientifiquement fondée et profondément humaine. Bueno. Il y a une dernière chose que je veux vous donner avant de conclure. Quelque chose qui touche à la dimension la plus profonde de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Quelque chose qui concerne non pas la technique, mais le sang. Parce que voici ce que les années de pratique clinique enseignent au-delà des protocoles et des outils. Les personnes qui souffrent le plus de stress chronique, d'anxiété persistante, d'épuisement profond, ne souffrent pas juste d'un dérèglement neurobiologique. Elles souffrent aussi d'une forme de déconnexion de ce qui leur semble important. Elles courent, elles gèrent, elles survivent, mais quelque part en cours de route, elles ont perdu le fil. Le fil qui relie les actes quotidiens au sens. La connexion entre ce qu'on fait et ce pourquoi on le fait. Et la pleine conscience, dans sa dimension la plus profonde, n'est pas juste une technique de gestion du stress. C'est une invitation à retrouver ce fil, à se demander régulièrement, avec une curiosité douce et non pas avec une anxiété existentielle. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Quand je serai à la fin de cette journée, qu'est-ce que j'aurais voulu qu'elle contienne? Quand je serai à la fin de cette vie, de quel moment aurais-je été vraiment là? Ces questions ne sont pas des questions pour angoisser, ce sont des questions pour orienter, des boussoles intérieures. Et le moment présent, ce moment ici et maintenant, est toujours le seul endroit où il est possible de répondre à ces questions. Pas dans le futur imaginaire, pas dans le passé regretté. Ici, faites bien, il y a quelque chose de presque paradoxal dans tout cela. Nous vivons dans une époque qui valorise la vitesse, la productivité, la connexion permanente, l'information continue. Et dans cette époque, le simple fait de s'arrêter, de fermer les yeux pendant 60 secondes, de laisser ressortir un son doux et continu, de sentir la vibration dans sa propre poitrine, cela ressemblait presque à un acte de résistance. Un acte de résistance douce, mais profonde contre l'accélération ambiante. Et c'est peut-être exactement ce que c'est un choix. Un choix de revenir à soi. Un choix de dire « Je ne veux pas traverser ma vie insomnambule. Je veux être là. Je veux sentir ce que je mange. Entendre ce qu'on me dit, voir le visage de ceux que j'aime avec une vraie attention. Je veux que ma présence soit réelle. Ce choix ne se fait pas une seule fois. Il se fait des centaines de fois par jour. Chaque fois que vous remarquez que vous avez dérivé et que vous revenez. Chaque fois que vous prenez 60 secondes pour fredonner avant une réunion stressante. Chaque fois que vous posez votre téléphone et que vous regardez vraiment la personne en face de vous. Chaque fois que vous choisissez le moment présent plutôt que le bruit mental. Et ces choix, répétés, accumulés, laissent des empreintes. Pas des empreintes dramatiques, des empreintes douces, profondes, durables. Dans votre cerveau qui se réconfigure. Dans vos relations qui respirent mieux. Dans votre corps qui se détendent. Dans votre vie qui commence à ressembler à quelque chose que vous avez choisi de vivre plutôt qu'à quelque chose qui vous arrive. Mais Sig, est-ce que vous entendez ce que je veux vous dire? Ce n'est pas une promesse de perfection. Ce n'est pas la promesse d'une vie sans stress, sans difficulté, sans moment de dérive. Ces choses font partie de la condition humaine. La souffrance, l'incertitude, l'impermanence, ce sont des réalités que personne n'échappe. Mais entre subir ces réalités insomnambules et les traverser avec une présence consciente, avec des outils, avec une attitude bienveillante envers soi-même, il y a une différence qui change tout. La femme dont je vous ai parlé tout à l'heure, celle qui avait regardé le dessin de son fils sans rien ressentir, elle est revenue en consultation 6 mois après cette première fois. Et elle a décrit quelque chose de très simple. Elle a dit « Un soir, mon fils m'a encore montré un dessin. Et cette fois, j'étais là. Je l'ai regardé vraiment. J'ai senti quelque chose de chaud dans ma poitrine. Et il a souri d'une façon que je n'avais pas vue depuis longtemps. Pas un grand miracle. Juste ce moment. Juste cette chaleur. Mais pour moi, ça a tout représenté. C'est cela, la pleine conscience dans ce qu'elle a de plus concret et de plus humain. Pas une transformation spectaculaire, un retour à la capacité de ressentir ce qui est là, un retour à la présence dans sa propre vie. Et ce retour est possible. Il est possible pour vous, maintenant. Pas quand vous serez moins stressé, pas quand les conditions seront parfaites, maintenant. Avec 60 secondes et un son doux. Mira,
Avant de terminer, il y a une invitation que je veux vous faire. Pas une obligation, pas une injonction. Une invitation douce. Ce soir, avant de vous endormir, ou demain matin, avant que la journée ne commence à vous importer, prenez 60 secondes. Juste 60 secondes. Fermez les yeux, respirez une fois lentement et laissez sortir un son, un hippie doux et continu. Sentez la vibration dans votre corps. Laissez votre attention se poser là, sur cette vibration, sur ce souffle, sur ce moment. Et si des pensées arrivent, laissez-les passer comme des feuilles sur l'eau. Revenez à la vibration. C'est tout. 60 secondes et remarquez ce qui se passe. Pas pour juger, pas pour évaluer. Juste pour remarquer. Avec une curiosité douce. Comme un scientifique bienveillant qui observe son propre esprit. Et si vous faites cela demain, puis après-demain, puis dans 3 jours, et si vous commencez à le faire dans ces moments d'ancrage que nous avons évoqués, avant le café, avant de rentrer chez vous, dans ces réveils nocturnes, quelque chose commencera à changer. Pas de façon dramatique, de façon douce, progressive, réelle. Et dans quelques semaines, peut-être que vous aussi vous regarderez quelqu'un que vous aimez et que vous sentirez quelque chose de chaud dans votre poitrine. Et peut-être que vous vous souviendrez de ce moment, vraiment. Pas comme une image floue, pas comme quelque chose que votre cerveau a enregistré en arrière-plan pendant que vous étiez ailleurs, mais comme quelque chose que vous avez vraiment vécu, vraiment habité. Loves, est-ce que vous voyez ce que 60 secondes peuvent commencer à construire? Poèse, il reste encore quelque chose à dire. Quelque chose sur ce que signifie ne pas agir. Parce que nous avons parlé de ce qui peut changer si vous intégrez ces pratiques. Mais il faut aussi avoir la lucidité de regarder ce qui continue si vous ne faites rien. L'épuisement non traité ne se stabilise pas. Il se creuse. Les pensées ruminantes non interrompues ne s'arrêtent pas d'elles-mêmes. Elles s'approfondissent. Elles colonisent de plus en plus d'espace mental. Elles commencent à teindre la façon dont vous percevez vos capacités, vos relations, votre avenir. Et progressivement, ce qui était une tension devient une prison. Ce qui était une fatigue devient une incapacité. Ce qui était une absence émotionnelle devient une rupture. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est une trajectoire. Et la trajectoire ne change pas si rien ne change dans les habitudes. Les personnes qui arrivent à une consultation dans des états de détresse profonde disent presque toute la même chose, avec des mots différents. Elles disaient « Je savais que quelque chose n'allait pas. Je sentais que je m'éloignais de moi-même, de mes proches. Mais j'ai attendu. J'ai cru que ça allait passer, que j'allais m'en sortir tout seul. Et parfois, effectivement, certaines personnes s'en sortent seules. Mais le coût de l'atteinte, le coût en termes de relations abîmées, d'années vécues dans l'absence, de capacités émotionnelles érodées, ce coût est réel et il mérite d'être pris au sérieux. Vous avez aujourd'hui quelque chose que beaucoup de ces personnes n'avaient pas à temps. Une information, un outil, une invitation. Bueno. Il y a un dernier mot que je veux vous laisser. Un mot sur la bienveillance. Dans tout ce que nous avons dit aujourd'hui, dans chaque technique, dans chaque pratique, dans chaque invitation, il y a un fil conducteur. Et ce fil s'appelle la bienveillance envers soi-même. Non pas la complaisance, non pas l'excuse de tous les comportements, mais cette qualité d'attention douce que vous porteriez à un ami cher qui traverse une période difficile. Cette qualité d'attention qui dit « Je vois que tu souffres, je vois que tu es fatigué, je vois que tu fais de ton mieux dans des conditions difficiles. Et je suis là, pas pour te rouger, pas pour te presser, juste pour t'accompagner. » C'est cette qualité que la pleine conscience, dans sa pratique la plus profonde, cherche à cultiver envers soi-même. Et paradoxalement, c'est souvent la chose la plus difficile. Il est plus facile d'être bienveillant envers les autres qu'envers soi-même. Nous sommes souvent notre propre juge, le plus sévère, notre propre critique, le plus impitoyable. Mais voici ce que la clinique montre avec une constance troublante. Les personnes qui parviennent à développer cette bienveillance envers elles-mêmes, cette capacité à se traiter avec la même gentillesse qu'elles offriraient à quelqu'un qu'elles aiment, ces personnes récupèrent plus vite, s'adaptent mieux aux difficultés, maintiennent des relations plus saines. Pas parce qu'elles sont plus faibles, parce qu'elles sont plus équilibrées.
La bienveillance envers soi-même n'est pas un luxe, c'est une condition de la santé mentale. Et elle peut commencer par quelque chose d'aussi simple que 60 secondes de fredonnement conscient, pendant lesquelles vous dites à votre système nerveux: c'est bon, tu peux te reposer un moment, je suis là. Tiene sentido. Est-ce que vous sentez la cohérence de tout ce que nous avons parcouru ensemble aujourd'hui? Nous avons commencé avec une image familière, peut-être trop familière, celle d'une vie traversée en pilote automatique, d'une présence physique sans présence réelle. Nous avons regardé honnêtement ce que cela coûte à vous et à ceux que vous aimez. Nous avons compris les mécanismes, l'amygdale, le cortisol, la rumination, le vagabondage mental. Nous avons découvert quelque chose de surprenant dans sa simplicité. La capacité d'un simple fredonnement de 60 secondes à amorcer une transformation physiologique réelle dans votre cerveau. Nous avons vu comment ancrer cette pratique dans votre quotidien. Nous avons ajouté l'outil de la restructuration cognitive pour travailler avec le contenu de vos pensées. Et nous avons retrouvé le fil du sens, la raison profonde pour laquelle tout cela vaut la peine. Et maintenant, tout cela est dans vos mains, ou plutôt dans votre gorge, dans votre souffle. Dans la vibration de votre propre voix, fichatez bien. Les photos sur vos murs continuent de parler. Les moments non vécus laissent des silences dans les histoires que vous raconterez un jour, et les moments vraiment habités, eux, laissent des empreintes qui ne s'effacent pas, ni en vous, ni dans ceux qui vous entourent. Il est encore temps, il est toujours encore temps. Le moment présent sera toujours là, vous attendant, patient, disponible, comme un ami fidèle qui ne se lassait pas de revenir vous proposer sa compagnie. Vous n'avez qu'à accepter l'invitation. 60 secondes. Un son doux, une vibration, et le reste peut commencer à changer.